Bonjour à vous. Alors, première vidéo sur un chapitre qu'on n'a pas vu ensemble. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je vais faire deux vidéos sur la dynamique de rotation. Première vidéo, ça va être les explications théoriques. Et la deuxième vidéo, ça sera les exemples qui sont dans ce chapitre-là. Donc, je vous rappelle que pour l'examen qui s'en vient, l'examen va porter sur le chapitre 4, les projectiles, et sur le chapitre 5, la dynamique. Donc, dans la dynamique, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez les lois Newton, vous retrouvez les forces qu'on a vues. Les forces s'appliquent aussi bien en translation qu'en rotation. Donc, vous allez retrouver la dynamique de translation. Donc, jusqu'ici, tout ce que je vous ai dit, on l'a fait ensemble. Et on va rajouter la dynamique de rotation. Donc, pour pouvoir suivre cette vidéo, les notes de cours qu'on voit, que je vous appelle, que je vous demande de lire, c'est de la page 90 à la page 99 dans vos notes de cours. Donc, ça, c'est ce que vous avez à faire et vous allez pouvoir remplir les exemples. Au niveau des exercices, pour vous préparer à l'examen, c'est très simple. Vous faites les exercices du chapitre 4 et vous faites aussi les exercices du chapitre 5 qui vont de la page 100 à la page 119. Donc voilà qu'est-ce que vous aurez dans l'examen. Donc après cette introduction, nous pouvons commencer enfin la théorie sur la dynamique de rotation. Bon, première chose, la dynamique du mouvement circulaire. Alors, juste un petit rappel. Pour le mouvement circulaire, ce que vous savez que la vitesse dans un mouvement circulaire est constante. Elle change de direction, puisqu'elle va être tangentielle à la trajectoire, et toujours tangentielle à la trajectoire, la vitesse, mais sa norme va rester constante. Donc, on avait vu certaines définitions qui restent tout à fait valides et on se rappelle, donc juste un petit rappel, la circonférence, donc 2πr, va être égale à la vitesse fois le temps que ça met pour faire un tour, donc fois ce qu'on appelle la période. Et la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous rappeler. Et en utilisant la deuxième loi de Newton dans un mouvement circulaire uniforme, on pourrait aller démontrer ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. C'est quelque chose que vous n'aurez pas à l'examen, donc on va pouvoir le passer. Mais à quoi ça sert quand même la dynamique du mouvement circulaire uniforme? C'est par exemple ce qui a permis d'aller trouver en combien de temps une planète tourne autour du Soleil ou d'aller trouver la masse du Soleil. On n'a pas utilisé une balance pour trouver la masse du Soleil, on a utilisé la troisième loi de Kepler. Donc voilà. On pourrait faire des calculs, mais ça, c'est quelque chose qu'on va passer pour le coup. Ok, maintenant, donc chose qui est beaucoup. Alors, nous allons regarder finalement, c'est quoi la dynamique de rotation? Comment on met en rotation un objet? Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va aller prendre un objet. Donc, cet objet, là, il est composé de quoi? Il va être composé, on le voit, d'une tige avec une masse. Voilà notre masse. Bon. Et on veut mettre cet objet en rotation. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Comme on est en rotation, on est toujours obligé de connaître un axe. Donc ici, on va avoir l'axe. Ça va être notre axe de rotation. Donc, le point autour duquel c'est en train de tourner. Et après, pour mettre en rotation un objet, on va lui appliquer une force. Donc ici, la force qu'on applique, elle est ici. C'est la force F. Cette force, c'est n'importe quelle force que vous connaissez déjà. Ça peut être la force de gravité, ça peut être la tension, ça peut être une force élastique. Les forces qu'on a vues, ce sont les mêmes
en translation qu'en rotation. Donc c'est à vous de voir c'est quelle force. Donc ici on peut tout simplement dire on tire, c'est une force F, pas besoin d'aller plus loin, ça peut être une tension créée par une corde, etc. Bon. Alors, on applique une force. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Cette force, si on l'appliquait sur l'axe, d'après vous, est-ce que ça tournerait? Je vais faire un exemple. Voilà, j'ai mon crayon. Là, je peux tourner. Je vais appliquer ma force sur l'axe. J'applique sur l'axe, sur l'objet. Est-ce que mon objet tourne? Non. Mon objet, il ne va pas tourner si j'appuie sur l'axe. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'éloigner de l'axe. Donc, je dois faire une distance R. Donc, ce qui va être important dans la rotation, c'est justement cette distance R qui est ici. La distance entre l'axe et le point où on applique la force. Donc, l'axe qui est ici et le point où on applique la force. Voilà, ça c'est quelque chose qui est primordial. Deuxième chose qui est primordiale, finalement, c'est comment est orientée votre force. Si j'applique une force comme ceci, ça va très bien. Mais si j'applique ma force comme ça, on voit que ça ne tourne pas. Si j'applique comme ça ma force, ça tourne quand même pas mal. Et si je l'applique comme ceci de manière tangentielle, ça tourne vraiment bien. Donc, qu'est-ce qui va rentrer en jeu? Finalement, c'est aussi l'angle. Donc, ce qu'on a à retenir, donc ici, on a un axe de rotation. Ce qui va être important, ça va être déjà la force qu'on applique, la grandeur de la force qui est appliquée. Voilà, première chose qui va être importante. Deuxième chose qui va être importante, ça va être la distance ici, R. Et la troisième chose qui va compter, ça va être ici. On va mieux le tracer. Voilà, l'angle qui est ici, θ. On retrouve. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui sont primordiales. La force, la distance et l'angle. Parce que c'est ce qui va jouer sur le fait que notre masse va bien tourner ou non. Bon, donc voilà. On va revenir un petit peu là-dessus un petit peu plus tard. Donc ça, c'était une présentation rapide. On a oublié de parler de notre objet. Notre objet, la distance qu'il sépare de l'axe de rotation, est-ce que ça va jouer? Oui, beaucoup. Si on regarde, je prends mon objet, que je mette un axe de rotation ici ou que je mette un axe de rotation là, on voit qu'ici, l'axe de rotation, quand il est au milieu, l'objet est bien plus facile à tourner, alors que quand il est au bout, l'objet est un petit peu plus dur à tourner. Donc, c'est pas comme la translation où la masse, elle reste constante. La masse, elle est constante, on peut faire translater notre objet comme on veut. Là, l'emplacement de l'objet par rapport à l'axe de rotation va énormément compter. Donc, à ce moment-là, comme la distance de l'axe de rotation va rentrer en jeu, etc., qu'est-ce qu'on va avoir? Si on a un point ponctuel, un point tout simple, donc mettons que ceci est un point ponctuel, ça c'est mon axe de rotation, ça c'est ma distance R, je peux agrandir ma distance R, plus mon objet va être éloigné, plus il va être difficile à se mettre à tourner par rapport à ce point-là. On a vu difficulté d'un objet à bouger. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'inertie. Et bien là, comme c'est en rotation, on n'appelle pas ça l'inertie, on appelle ça le moment d'inertie. Voilà. I est égal à mr carré. Ça, c'est pour un point ponctuel. Attention, vous allez très peu utiliser cette formule. En fait, comme vos objets ont des masses différentes et ont des masses un petit peu réparties partout, voilà ce que vous allez utiliser.
Très important. Donc une masse ponctuelle, le moment d'inertie I égale mr carré. Le voici. Si vous prenez un anneau, donc un anneau, I égale mr carré aussi. Si vous prenez une tige, I est égal à 1/3 de ml au carré. On voit que la masse de la tige est répartie le long de la tige, donc on ne va pas avoir mr carré. Il y a des masses qui vont être un petit peu plus proches de l'axe de rotation, donc le moment d'inertie va être un peu plus petit. La tige va être plus facile à tourner qu'un anneau pour la même masse. Pour une sphère pleine, I est égal à 2/3 de mr carré. Pour une sphère 2/5, pardon. Pour une sphère creuse, donc la masse en général est plus éloignée de l'axe de rotation, donc c'est un peu plus dur à le faire tourner, donc c'est plus grand le moment d'inertie, 2/5 de mr carré. Le plan ne va jamais l'utiliser. I est égal à 1/2 de mr carré pour un disque de rotation. On s'aperçoit que c'est une roue. C'est lui que vous allez le plus souvent utiliser. C'est clairement lui que vous allez le plus souvent utiliser. Et enfin, alors on voyait que dans tous les cas, si on regardait l'axe de rotation, à chaque fois il était placé, on voit l'axe de rotation, il est placé où? Il est placé au centre de notre objet. Donc il était au centre de gravité. Oh, pardon, excusez-moi. Il était au centre de gravité, sauf dans un cas. Dans ce cas-ci, l'axe de rotation n'est pas au centre de gravité. Donc en fait, il y a une formule qui permet de relier l'axe de rotation à un axe qui n'est pas au centre de gravité. C'est la formule du théorème des axes parallèles. Donc regardez, I est égal à ICM plus MD carré. Donc l'axe qui est au centre de masse, au centre de gravité, et le nouvel axe de rotation qui est ici. Donc, prenons un exemple tout de suite concret avec justement la tige. Donc, allons-y. Si on regarde la formule qui est ici, je prends ma tige et je prends ceci. Ma tige a une longueur L. Et donc là, c'est mon axe par rapport à mon centre de masse, donc par rapport à mon centre de gravité. J'ai I qui est égal à 1/12e de ml au carré. Voilà. Je prends ma tige et je mets mon axe de rotation, cette fois-ci, au bout de la tige. Je vais appliquer le théorème des axes parallèles. Donc, I est égal à ICM plus MD carré. Donc, c'est quoi le D? C'est la distance qui sépare les deux axes. Donc, on voit, c'est la moitié de la longueur L. Donc, c'est plus M fois L sur 2 au carré. Voilà. Donc, I va être égal à ICM, c'est 1/12e de ml au carré, plus M, L au carré, divisé par 4. Et donc, on s'aperçoit, on met, ça va nous donner 1/12e de ml au carré, plus 3 ml au carré sur 12. Donc, 1 plus 3, ça donne 4. Donc, ça donne 4/12e de ml au carré sur 4. Sur 12, pardon, 4/12e de ml au carré, et 4/12e, on divise par 4, ça donne 1/3 de ml au carré. 1/3 de ml au carré. ml au carré. Ce qui est exactement la valeur qui est ici. Donc ça, vous devez savoir appliquer le théorème des axes parallèles. Donc ne l'oubliez pas. Il faut juste l'apprendre. Vous avez des exercices qui vous permettent de vous entraîner là-dessus. Quand est-ce que ça va vous servir? Donc on va juste reprendre un exemple. Petite difficulté, donc là vous allez devoir le faire. Voilà, on efface. Hop. Quand est-ce que ça va vous servir ceci? Ça va vous servir quand vous allez avoir des objets qui vont ressembler à ceci par exemple.
une altère. Donc, j'ai une sphère de rayon R, j'ai ici une tige de longueur L et j'ai une sphère de rayon R. Et vous mettez l'axe de rotation ici. Et vous voulez connaître le moment d'inertie de l'objet. Ben, qu'est-ce que vous avez ici? Le moment d'inertie, ça va être la somme des moments d'inertie de vos trois objets, de vos deux sphères plus de la tige. Pour la tige, ce n'est pas un problème. Son axe de rotation est par rapport au centre de masse. Donc, vous prenez, ça vaut, comme c'est indiqué, 1/12e de ml au carré. La tige, ça va. C'est les sphères. Les sphères, il y a une distance ici entre l'axe du centre de masse de la sphère et l'axe de rotation. Donc, la distance, ça va être R plus L sur 2. Donc, finalement, ici, pour chaque sphère, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le centre de masse de la sphère, donc 2/5 de mr au carré, 2/5 de mr au carré, et vous allez rajouter la distance que vous avez besoin, donc plus m, la masse de la sphère, r plus L sur 2 au carré. Donc vous allez faire ça à chacune des sphères et vous allez rajouter le centre d'inertie de la tige. Donc vous avez plusieurs exercices qui vous demandent de faire ça. C'est ce que vous avez à connaître pour le théorème des axes parallèles. Donc voilà, donc en ce qui concerne le moment d'inertie, c'est pas mal ce que vous avez besoin de connaître. Ok, donc voyons voir si vous avez compris. Vous avez en votre possession 1 kg d'acier que vous devez mouler de façon à ce qu'il offre le moins de résistance possible à un changement de son état de rotation. En vous référant à la figure 4.5, déterminez la meilleure forme à utiliser. Donc en fait, il faut que la masse soit le plus proche possible de son centre pour pouvoir le tourner plus facilement. Est-ce que ça va être une sphère pleine, une sphère creuse, un disque plein ou un anneau de rayon R? Donc on réfléchit un petit 3 secondes. Dans ces quatre éléments, dans ces quatre formes, laquelle a sa masse qui est plus proche de son centre de masse? En y réfléchissant, on s'aperçoit que c'est la sphère. C'est elle qui va avoir le moment d'inertie le plus petit. Vous pouvez le vérifier ici avec justement ce tableau. On s'aperçoit que c'est bien la sphère qui a le plus petit centre de masse parce que la masse est plus rapprochée de son centre. Voilà. Donc c'est pour ça.